Bienvenue Daniel Bollé au balado Affaires et spiritualité, un zoo payant. Très grand plaisir de te recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Daniel, t'es coach, mentor, auteur. Je t'ai découvert dans une vidéo YouTube que je pense que tu faisais avec Réseau Mentorat et tu parlais vraiment de la différence avant et après. Quand on se fait mentorer, toi, tu as vu une grande différence là, à ce niveau-là. Daniel, j'ai lu ton livre Entreprendre sans s'épuiser et je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Je trouvais que tu allais là où personne n'a osé aller en tant qu'entrepreneur parce que tu vas toucher tout ce qui est la lucidité, la vulnérabilité, les croyances. J'imagine que tu parlais aussi un peu de ton parcours quand tu écris ce livre-là. Ben vraiment, vraiment, s'il y avait une liste de cases à cocher sur est-ce que j'ai vécu ou souffert ces situations-là, je vais probablement toutes les cocher, en effet. Et je me disais, pourquoi je ne l'ai pas lu avant de me lancer en affaires? Quand on veut savoir si on est un bon entrepreneur, on va passer des tests, on va se questionner. Habituellement, les tests sont très rationnels. Toi, dans ton livre, tu nous amènes ailleurs, ce qui fait que, en tant qu'entrepreneur, il faut connaître tous ces angles morts et si toi, tu les traites vraiment de tous les côtés, tous les angles, ça, je trouvais ça vraiment extraordinaire. D'où est venue l'idée de devenir entrepreneur? Ben, dans mon cas, j'ai été parachuté, en fait. J'étais en train de me lancer comme consultant en 2009-2010 quand ma sœur, qui venait de prendre la relève d'entreprise de service 2000 électroménager, mon entreprise de réparation d'électroménager. Elle m'a appelé pour me dire, écoute, on maîtrise certains aspects de service, mais on ne maîtrise pas certains autres comme le marketing, les finances. On aimerait ça avoir un coup de main. C'est ce qui a fait qu'en février 2011, j'ai joint. J'ai joint pour y donner un coup de main à peu près 3 mois. Puis là, ça a fait 15 ans en février dernier. Wow, très intéressant. Puis, à travers tout ça, je sais que tu es coach, tu es mentor. Comment ça s'est orchestré, là, si tu parles un peu de ton parcours? Ben, rapidement, en fait, vu que ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, on a mis un plan de match en 2013. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de devenir coach Gazelle, qui est devenu la méthode Scaling Up. Donc, je suis devenu coach Scaling Up à partir de 2013 jusqu'à 2018. Puis, parce que pour le rôle que j'occupais dans l'entreprise, c'était pas nécessairement un rôle à temps plein. Fait que, à force d'avancer jusqu'en 2018, j'ai constaté le plaisir là, de faire du coaching, mais j'ai compris aussi qu'il y avait des défis pour les entrepreneurs qui ne se résolvaient pas. Fait que, il y a 10 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu devrais écrire un livre. Puis, de fil en aiguille, ben, l'idée a germé. Puis, c'est comme ça que j'en suis venu à accoucher de ce livre-là le 25 février 2026. Félicitations. Moi, j'ai beaucoup aimé la lecture. Puis, tu parles d'exemples aussi concrets de gens, qu'est-ce qui se sont passés dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Puis, je trouve que c'est un très bon accompagnateur pour même ceux qui commencent, mais ceux aussi qui sont rendus à une certaine étape. Là, des fois, on plafonne ou des fois, on veut avoir un coach, mais on n'ose pas. Je trouve que c'est un du coaching un peu, là, ton livre. Ben oui, puis tu as raison que ça s'adresse à plusieurs types d'entrepreneurs. Le néophyte, parce qu'il doit apprendre à s'entourer puis à se connaître au début. Puis pour ceux d'expérience, c'est que les gens l'ont vécu, mais quand vient le temps de l'exprimer, c'est pas nécessairement évident. Puis je pense que les entrepreneurs d'expérience ont un rôle à jouer dans l'écosystème, de parler de leurs cicatrices, de parler des bons coups, mais pas juste des bons coups. Parce que souvent, les entrepreneurs qui regardent ceux d'expérience les regardent avec un peu comme un canard hein, qui est beau, qui brille, mais on voit pas qu'en dessous, le canard, il bat des pattes puis qu'il peut avoir des défis. Fait que cette vulnérabilité-là, je pense, c'est important que tout le monde se rende compte que c'est pas évident d'être entrepreneur. Puis de l'autre côté, ben, il y a des choses qui s'apprennent. On n'a pas besoin d'apprendre tout en se brûlant la main sur le rond de poêle. Puis Daniel, ça fait quelques fois qu'on se parle, puis j'ai vu en toi un petit côté spirituel qui est très ouvert aussi. Quelle serait ton arme secrète? Hmm. C'est- tu sais, mon âme secrète, je te dirais que c'est mon constat qui on a besoin de nourrir les valeurs, puis euh, la raison d'être de tout le monde. Tu sais, dans le temps, il y avait l'église où est-ce qu'on allait à tous les dimanches pour se faire dire aimez-vous les uns les autres, prenez soin de votre prochain. Ben, tu
tu sais, si on n'a pas un rituel qui fait en sorte qu'on entretient ça, ben c'est vide, puis c'est rempli avec des calories vides, avec des médias sociaux, ces choses-là. Je pense qu'on a tous, quand on en est conscient, la responsabilité d'aider les autres à mettre en place des valeurs saines, de se connaître. Puis, ben, c'est mon petit rôle que j'essaie de faire, là, parce que l'entrepreneur, je pense que, ou l'entreprise, c'est le seul endroit où un être humain est captif. Donc, cette personne-là va être là 35-40 heures semaine à faire ce qu'elle fait. Tant qu'à avoir cette personne-là, pourquoi pas faire de son environnement un contexte où la personne peut se développer, devenir une meilleure version d'elle-même, puis ce qui, en général, a un impact positif sur la productivité en plus. Donc, c'est gagnant-gagnant. Oui, puis toi, est-ce que je peux te poser quelles sont tes valeurs? Ben moi, j'ai 3 valeurs. J'ai plaisir, qui est en train de transiter pour joie, en fait, là, parce que je me rends compte que plaisir, c'est peut-être un peu limité. Fait que trouver de la joie partout, puis rire. Moi, c'est important. C'est supposé être le fun, la vie, là. Fait que, tu sais, si on s'engage dans quelque chose qui n'est pas plaisant, ça ne m'intéresse pas. L'empathie, fait que d'avoir le regard sur l'autre, comprendre la perspective de l'autre. Puis la troisième, c'est le pragmatisme, surtout dans le contexte où je suis. Tu sais, je parle de savoir-être. Fait que ça peut devenir rapidement ésotérique, mais moi, j'ai bâti quelque chose de pragmatique, enseignable, formalisé, démocratisable. Donc, pour être capable d'utiliser quelque chose qui apparaît euh, un peu, qui peut avoir l'air ésotérique, mais qu'on est capable de l'expliquer, d'aller chercher la base, où est-ce que ça s'en va. Donc, c'est pour ça que dans le livre, je nomme les choses, que j'explique à peu près tous les concepts. Puis quand tu parles savoir-être, est-ce que tu as des exemples concrets? Ben, le savoir-être entrepreneurial, ben, qui s'applique à peu près à toutes les autres sphères de vie en passant, là, celle-là, c'est juste que j'ai un contexte d'entrepreneur. Je pense que c'est d'apprendre à se connaître, parce qu'on a tous des forces puis des points de vigilance. Puis quand on n'en tient pas compte, ce sont des angles morts qui peuvent nous jouer des tours. Donc, d'avoir le réflexe de se connaître et après ça, être vigilant face à ce dans quoi on est bon ou bonne, puis ce qui est un point faible en fin de compte, qui nous mène au deuxième point, qui est de savoir s'entourer. Souvent, on a un entourage autour de nous, on ne l'a pas choisi, on les laisse là, on les tolère, alors que on pourrait avoir un réseau de confiance autour de nous, avoir des gens qui sont vraiment là pour nous écouter sans nous juger, qui ne sont pas en train de pousser leur réalité dans notre point de vue, leurs limites, leurs craintes, leur témérité. Des gens qui vont nous aider à nous questionner, qui n'auront pas peur, qui vont avoir le courage de dire, tu sais, je t'entends là, Mylène, tu me dis telle chose, mais il me semble que tu ne parles pas beaucoup de cet aspect-là. Parlons-en un peu, tu sais, d'être capable de le mettre en relief dans un contexte où est-ce que ça prend du courage, de la curiosité, puis de la coachabilité. Puis le troisième point, ben, c'est que j'ai constaté en étant 5 ans coach Gazelle ou Scaling Up et par la suite en ayant accompagné des centaines d'entrepreneurs, en fait, que les gens pensent maîtriser leur projet d'affaires, mais ils ne le maîtrisent pas. Donc, est-ce que tu maîtrises ta stratégie, ton exécution, la gestion d'une équipe cohésive, puis les ressources? Tant que ce n'est pas validé, ça reste une croyance. Fait que moi, c'est ça que j'amène dans le livre aussi, là, d'apprendre à questionner puis à valider tout ce qu'on pense pour s'assurer qu'on est vraiment lucide. Puis que si on est vraiment lucide, bon, on va le savoir, est-ce qu'on va atteindre ou pas notre objectif? Puis s'il manque quelque chose, bon, on est capable de l'identifier plus clairement. Puis pour quelqu'un qui n'a pas lu ton livre, là, moi, je pense que j'aurais appelé ton livre L'art de la lucidité, mais il aurait peut-être été moins marketing qu'entreprendre sans s'épuiser. Est-ce que tu aurais des trucs à nous donner pour savoir comment est-ce que rapidement on pourrait être lucide en tant qu'entrepreneur? Ben, des trucs rapides. Tu sais, on s'entend que c'est de l'évolution, hein. Tu sais, c'est apprendre à se connaître, s'entourer, travailler à devenir une meilleure version de soi-même. Je te dirais que la première chose, c'est de se concentrer sur les attributs. Tu sais, c'est d'avoir le courage de se poser des questions et de se remettre en question. Je pense que c'est super important. Puis souvent, on est courageux dans certains contextes, mais des fois, on l'est un petit peu moins. Fait que d'aller le chercher dans à peu près tous les contextes. Les gens qui réussissent souvent, c'est des gens qui vont être curieux puis qui vont aller chercher les meilleures pratiques, les meilleures façons de faire. Ils vont aller chercher l'aide. Donc, d'avoir la curiosité de voir est-ce que ce qu'on fait, c'est la bonne chose? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux, plus efficacement, en moins de temps, peu importe. Le troisième, c'est la coachabilité. Ben, souvent, on va penser qu'on est coachable ou qu'on est humble, mais des fois, on a des petites résistances. Fait que
d'être attentif sur le fait qu'on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniscient, puis on souffre de l'ego, on souffre des biais cognitifs, on souffre des croyances limitantes. C'est pas est-ce qu'on en souffre ou pas, c'est à quel point ça nous touche, puis d'avoir le courage de se questionner là-dessus, parce que ça peut aider à dénouer des situations qui autrement sont des angles morts. Puis un angle mort, c'est comme une épée de Damoclès, en fin de compte. Si on ne sait pas qu'on en a une en haut de nous, ben, on n'a aucune idée, ça ne va pas nous tomber sur la tête un jour. Mm. Puis toi, Daniel, qui est extrêmement curieux, que tantôt tu évoquais le mot ésotérique, est-ce que le mot spiritualité te fait peur? Est-ce qu'il me fait peur? Je te dirais que il me fait peur dans le sens où si ça fait en sorte que je perds le contact avec la personne qui, qui a un bagage avec ce mot-là, ça va m'embêter un peu parce que ça va nuire à passer mon message. Je te dirais, c'est surtout ça. Puis après ça, ben, j'ai croisé des gens qui sont vraiment très, très calés dans des domaines occultes que des fois, ça me dépasse un peu, je te dirais. Mais tu sais, la spiritualité, ça peut être très, très terre à terre aussi, hein. Ça peut être, tu sais, d'avoir la foi, de, de- d'aimer son prochain, de vouloir quitter la terre en ayant l'impression d'avoir contribué, en fin de compte. Tu sais, c'en est de la spiritualité aussi. Fait que ça dépend comment on le prend. Fait que, mais tu sais, moi, j'ai comme mission de positionner le savoir-être comme compétence formalisée et démocratisée dans l'écosystème québécois. Donc, c'est sûr que je veux garder ça le plus pragmatique possible parce que j'approche des entrepreneurs qui sont à différents stades d'évolution personnelle. Toi, à quel niveau est-ce que tu exploites ta spiritualité? Ben écoute, je vais peut-être commencer par l'intuition parce que je n'aurais pas fait le lien entre intuition et spiritualité. J'ai l'impression, moi, que l'intuition, c'est comme un muscle qu'on a à l'interne. C'est quelque chose qu'on peut solliciter. Ou est-ce qu'on peut déposer une question, on fait autre chose, puis pouf, à un moment donné, la réponse va surgir. Puis je l'actionne beaucoup, moi, l'intuition. Je ne l'aurais pas positionné en spiritualité, mais comme de fait, c'est certain que ça existe. J'étais avec quelqu'un tantôt qui parlait de cœur, tête, corps. Puis, fait que, tu sais, je ne suis pas, je ne dirais pas que je suis le plus avancé dans tout ce qui est ces éléments-là, mais je crois qu'il faut rester ouvert parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas actuellement. Il y a des pistes de solutions qu'on a. Puis, tu sais, est-ce que je crois à plus grand que moi? Oui. Est-ce que je crois en l'être supérieur, en Jésus? Je crois qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est certain qu'il y a quelque chose, mais c'est quoi? Puis je crois à l'énergie aussi, au magnétisme. Je crois à, tu sais, Mhm. d'être quand tu es avec quelqu'un, des fois, il y a une force, il y a quelque chose qui passe. Tu n'as rien dit à cette personne-là, mais il y a définitivement quelque chose. Mais pour l'instant, c'est plus intuitif de mon côté que maîtrisé. Oui. Puis parlant justement de cette chimie, dans quel contexte que tu vas la ressentir davantage? Dans quel contexte? Je te dirais que ça commence par moi, hein. Si je suis préoccupé, l'énergie passe pas. On dirait que ça, c'est fait que de m'assurer de me déposer, d'avoir du recul, de la perspective, d'être attentif à l'autre aussi, parce que des fois, ses préoccupations vont venir brouiller un peu l'énergie. Puis, je pense aussi que ça passe par installer un contexte de confiance où on a des vraies conversations profondes. Tu sais, par exemple, quand je suis avec mes employés, tu sais, j'aurais pas peur de dire qu'on n'est pas obligé de travailler ensemble, qu'on choisit. Tu sais, on est ensemble, puis euh, tu sais, on renouvelle nos vœux à quelque part. Tu sais, on n'est pas obligé de rester ensemble, puis c'est supposé être plaisant des deux côtés. Fait que comment on peut faire pour s'aider l'un l'autre? Donc, d'être attentif à l'autre, à son bien, à son bien-être, je pense que c'est clé. Fait que je te dirais que c'est une question de posture, en fin de compte. Daliane, tu es un entrepreneur né. Est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais plus jeune? Pas vraiment, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps avant de trouver ma voie. Puis, mais j'avais, quand j'étais plus jeune, cette espèce d'impression-là que j'aurais aimé ça être Aristote. Je m'imaginais être dans un jardin en train de communiquer, d'échanger, d'évangéliser. C'est drôle, hein, parce que j'avais aucune raison de penser ça. Puis mes beaux-parents qui m'avaient acheté un livre sur les grands philosophes, j'avais commencé à le regarder, puis je trouvais ça plate, fait que je ne l'ai pas vraiment lu en fin de compte.
Mais à mesure que j'ai avancé, je me suis rendu compte que c'est un peu de la philosophie, là, tu sais, c'est d'aider les gens à observer, à comprendre, à lire un peu comment la connaissance ou le savoir-être évolue, tu sais. Puis c'est un peu ça, en fin de compte, là, fait que j'ai beaucoup d'amour, moi, pour les humains, puis je veux leur bien. Puis quand j'ai l'occasion de parler un peu de posture, de recul, si j'ai un auditoire, mais je suis tout le temps content. Oui, très intéressant. Puis tu es un homme aussi créatif. Où est-ce que tu vas piger tes idées? Je lis beaucoup de livres, puis pour la créativité, je crois beaucoup à utiliser l'instinct. J'étais avec dans une rencontre d'entre chefs, puis il y avait Annie Payton qui a parlé de comment canaliser l'intuition. Puis je le faisais déjà indirectement, mais ce que j'ai retenu, puis qui peut être très intéressant, c'est que quand on veut régler un problème, puis qu'on n'a pas la solution, clarifier la question pour avoir une question simple, pour la laisser se déposer, ben, la réponse va surgir à un moment donné. Il faut s'accorder faut s'assurer d'avoir une question claire, déposer ça, puis après ça, à un moment donné, que ce soit dans la douche, en prenant une marche, ben, la réponse va surgir en fin de compte. Fait que moi, j'utilise ça intensivement. Puis, puis des fois, ben, ça fait que j'ai tellement d'idées qu'il faut que je travaille très fort à dire non à plusieurs d'entre elles. Oui. Oui, puis juste, ça me fait penser, moi, de mon côté, en termes de créativité, là, toi, tu as dû le vivre un peu le syndrome de la page blanche, là. Des fois, je prends un livre en arrière au hasard, puis là, je tourne une page, mettons page, là, je me dis, OK, page 28, deuxième ligne. Là, je vais voir, puis souvent, il y a un élément qui vient dénouer. Tu sais, ça, c'est de la pure créativité. Est-ce que c'est de la synchronicité? Ou de me poser la question, quelle est la question derrière la question? Ça va ouvrir aussi beaucoup, beaucoup de créativité ou quel est le problème derrière le problème. Tu sais, tu nommes deux fois le mot, puis à ce moment-là, ça peut ouvrir. Ben, en fait, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je crois beaucoup, moi, à la synchronicité. La journée que tu as déposé cette question, c'est un peu comme quand tu lis le nom d'un camion, là, tu sais, puis après ça, tu vois ce nom-là partout, tu sais. Euh, je pense que de tout le temps avoir la bonne question, le bon sujet en tête, fait en sorte que les gens qu'on croise vont amener le sujet, qu'on va. Fait que c'est vraiment une question de concentrer notre focus sur ce qu'on veut régler ou on veut explorer. Fait que, tu sais, j'y crois beaucoup que tu vas lire quelque chose, tu vas par hasard aller dans ta bibliothèque, aller chercher un livre que tu sais que tu as, mais tu as un peu oublié, ça fait 15-20 ans. Paf, là, à la page 57, il y a la bonne réponse. Par hasard, pourquoi tu es tombé sur cette page-là? Puis des fois, moi, ce que ça me fait penser, c'est que on ne fait que saisir qu'une fraction de solutions alors qu'elles sont toutes là. Tu sais, puis, fait que des fois, c'est juste d'apprendre à s'ouvrir parce que les solutions, il y en a plein, ça pullule. Fait qu'il faut juste être capable d'être dans une posture pour lire notre environnement. Puis Daniel, est-ce que tu as vécu le syndrome de la page blanche à un moment donné dans ton livre? Ben, bonne question. Est-ce que j'ai vécu le syndrome de la page blanche? À un certain égard, oui, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, ben, puis ça, je n'en ai pas parlé, là, mais, ou peut-être, mais ce qui a fait que j'ai décidé d'écrire ce livre-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai constaté que, en fait, j'étais à la cuisine avec une employée qui m'a dit, tu sais, les valeurs chez Service 2000, c'est vraiment bon, je les apprécie beaucoup. Hier, moi et ma fille, on s'est posé la question, c'est quoi nos valeurs de famille? Puis là, tu sais, j'en ai des frissons sur les bras quand je te dis ça encore, là, même 10 ans plus tard, tu sais. Puis j'ai compris que l'entrepreneur faut être un catalyseur de valeur dans la société. Puis, fait que, tu sais, le livre, le premier livre, c'était ça, en fin de compte. Jusqu'à temps que je me rende compte que pour être un catalyseur, encore faut-il que tu te connaisses pour l'être. Alors que, tu sais, as plein d'entrepreneurs qui souffrent, qui ont des défis, dont plusieurs peuvent être anticipés, surmontés. Fait que je me suis dit, comment aider quelqu'un à être un catalyseur de valeur alors qu'il a de la misère lui-même à se faire confiance, à s'installer dans un rôle où il gagne, à déléguer correctement, à s'entourer correctement. Fait que c'est pour ça que le livre a un peu divergé. Puis c'est devenu comment on prend la posture de recul nécessaire pour orchestrer notre projet d'affaires, pour par la suite être un catalyseur de valeur, qui serait peut-être un deuxième livre. Oui. Puis quand tu dis peut-être un deuxième livre, on dirait que tu le déposes l'intention.
Est-ce que je Ben, trouve je te dirais, le peut-être, c'est plus un quand qu'un peut-être. ça aussi? Ouais. Mais tu sais ce que c'est, hein? Écrire un livre, hein, c'est un accouchement, c'est exigeant. Oui, Donc, pour l'instant, je suis très content de vivre les oui, secousses ou les conséquences de mon premier livre. Fait que, il n'y a pas d'urgence à s'attabler pour le deuxième. oui. On a déjà échangé sur l'impact qu'on voulait avoir là, sur la société. Est-ce que c'est trop tôt pour te poser cette question-là? Je pense pas. Je pense que c'est clair aujourd'hui dans ma tête ce que je veux. Je crois fondamentalement que l'entrepreneur peut être un catalyseur de valeur, mais encore faut-il qu'il se connaisse. Je crois que les statistiques catastrophiques là, de détresse entrepreneuriale, de fermeture d'entreprise dans les 5 premières années, nos statistiques ne varient pas, alors qu'il y a une raison on peut anticiper et surmonter. Donc, il y a déjà des solutions qui existent, il faut les communiquer. Donc, mon ambition, c'est que le savoir-être entrepreneurial soit une compétence formalisée et démocratisée dans l'écosystème québécois. Fait que non seulement on soit dans une rencontre de chambre de commerce, puis on soit capable de parler d'ego, de biais cognitifs, de est-ce qu'on est bien entouré ou de nos angles morts avec candeur et authenticité, mais que même les accompagnateurs, quand ils reçoivent quelqu'un, puis ils voient que cette personne est en situation de stress, soient capables de tasser les livres en disant, OK, on va parler de près, là, mais juste avant, toi, comment tu vas? Est-ce que tu te sens bien dans ton rôle? Est-ce que tu es bien épaulé? Qui est autour de toi pour vraiment bien te supporter? Parce que c'est des discussions qu'on doit avoir pour lesquelles la majorité des entrepreneurs qui ont réussi, c'est des gens qui ont souffert ça et qui ont probablement eu un ensemble de circonstances favorables qui ont fait qu'ils n'en ont pas ça n'a pas été fatal dans leur cas. Mais pour tous ceux qui sont encore en affaires, il y a une plus grosse proportion de gens qui ne sont pas passés à travers. Et il y a eu des conséquences majeures sur leur couple, avec leurs enfants, dans leurs finances, auprès des employés. Ça fait un dommage considérable, le fait de ne pas se connaître, de ne pas s'entourer. Oui, puis c'est de lourd à porter que d'être seul au sommet aussi souvent quand on veut pas parler de ses émotions, puis on veut se montrer aussi au-dessus de ses affaires, là, souvent. Oui. Ben oui. Puis, ce qui est embêtant, tu sais, dans mon livre, je parle je dissocie ou je sépare les croyances limitantes puis les mythes entrepreneuriaux. Croyances Oui. limitantes venant de nous, mais les mythes, ce sont encore des discours qui sont poussés par l'écosystème. Tu sais, un dont je parle, c'est It's not 9 to 5, it's 95. Quelqu'un qui dit c'est pas le 9 à 5, c'est 95 heures. Fait que toi, tu te lances en affaires, tu te poses la question, est-ce que c'est quoi la recette pour réussir? Tu entends cette personne-là qui dit qu'il faut que tu travailles 95 sur 168 en passant, là, heures par semaine. On est en train de te dire la recette, c'est de t'épuiser. Oui. Donc, puis on laisse ces gens-là parler, puis je pense que ça prend une voix forte qui dit non, non, ce n'est pas acceptable. Il y a moyen de réussir sans se sacrifier. Il y a moyen de ne pas passer en dernier, puis que l'équation réussir en affaires, ça soit pas juste réussir en affaires, ça soit nous réussir comme humains dans un contexte d'affaires. Oui. Parce que quand on va mourir, on ne va pas regarder est-ce que j'aurais dû travailler plus, est-ce que j'aurais dû faire 2 fois plus d'argent, on va plus se poser la question, est-ce que je me suis réalisé personnellement? Est-ce que j'ai eu des relations de qualité? Est-ce que j'ai su dire non? Est-ce que j'ai vécu du bonheur? Est-ce que. Fait que c'est un peu ça, en fin de compte. C'est de remettre les pendules à l'heure, en fin de compte. Oui, puis cette mission, tu la portes très, très ancrée en toi, puis tu as même commencé une tournée au Québec pour faire des conférences justement pour parler de ton livre. Totalement, totalement. Puis, je suis allé à Val-d'Or, je suis allé à Saint-Hyacinthe, Québec, Laval-Montréal. Fait qu'il y a d'autres régions administratives qui s'en viennent. Le but, c'est de parler autant aux entrepreneurs sur le terrain qu'aux organismes qui les supportent, que ce soit des organismes de mentorat, les SADC, les MRC, les chambres de commerce, les incubateurs d'entreprises, parce que c'est un message qui ne se portera pas que par Daniel Beaulé, mais par un paquet de gens. Fait que les gens qui croient que oui, ça serait le fun d'avoir des entrepreneurs qui se connaissent mieux, qui savent mieux s'entourer pour mieux piloter leur projet d'affaires, ben je veux travailler avec eux pour aider la population. Parce que ça serait le fun de rêver que dans 5 à 10 ans, la majorité des gens se posent ces questions-là. Est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que je suis fait pour être en affaires? Qu'est-ce qui me manque? Comment je devrais m'entourer? Et ça devrait être de facto comme ça. Fait que c'est mon souhait le plus cher. D'où le fait Oui. que je fais une tournée. Oui, puis Daniel, tu es un homme généreux. Comment est-ce que nous, on peut t'aider dans ta mission? Ben, merci de l'offrir. Tu sais,
c'est diffuser le message. C'est diffuser le message. Puis, tu sais, quand je parle que le savoir-être doit être formalisé et démocratisé, c'est d'utiliser le vocabulaire. C'est, tu sais, de parler, tu sais, de conscience, d'apprendre à nommer les choses, d'aider quelqu'un qui a de la difficulté à nommer les choses, à mettre des mots sur les choses, que quand il y a de la gêne, de la honte ou de la procrastination, ces choses-là, de dire que c'est normal. C'est normal, mais il y a de quoi identifier qui génère ça. Puis ça, on peut probablement le solutionner pour ne plus se sentir comme ça. Donc, fait que c'est d'aider à transférer le vocabulaire puis à formaliser ça. Puis à lire aussi ton livre. Ben oui, tout à fait. Puis me contacter si vous voulez en jaser, parce que le but, c'est que le message circule. Oui, puis ton site Internet? C'est entreprendre sans s'épuiser.com. Puis tu as des belles ressources aussi sur ton site. Ben oui, oui, tout à fait. On a mis quelques outils. On va lancer un diagnostic prochainement pour être capable d'identifier quel type d'entrepreneur on est. Puis, il y a un balado aussi qui va suivre où est-ce que tu seras probablement invité. Ah, On discute extrêmement heureuse. d'un autre contexte. Mais c'est un peu ça, en fin de compte. Là, tu sais, c'est d'aider les gens. Tu as raison que, tu sais, en fait, je vais peut-être conclure là-dessus. Tu dis, je suis généreux. Je veux peut-être juste faire j'ai choisi d'être généreux parce que j'ai lu un livre, puis je vais peut-être terminer là-dessus en 2013, qui était, en fait, c'est une conférence d'Adam Grant qui était Le triomphe des donneurs. Puis j'ai compris que pour être heureux, il fallait donner. Puis il y a 3 types de personnes dans la vie, là, ou 4. Il y a les gens qui prennent. Bon, on va pas passer beaucoup de temps sur eux. Il y a des gens qui calculent. Puis moi, je suis un calculateur. J'ai compris ça. Puis il y a des donneurs. Puis tu as des donneurs allocentriques qui, eux autres, vont donner tout. Puis ils vont donner leur dernière chemise et mourir de froid. Techniquement, on ne devrait pas mourir quand on donne. Puis tu as des gens qui sont des donneurs lucides, qui vont donner, mais qui vont quand même s'assurer de garder des ressources. Les gens qui sont les plus heureux, en général, sont des gens qui sont des donneurs lucides. Fait que moi, comme calculateur, j'ai calculé qu'en apprenant à donner sans calculer de façon désintéressée, je me réaliserais plus comme être humain. J'ai pris cette décision-là en 2015. J'ai jamais été aussi heureux puis vécu autant dans l'abondance parce que tout revient, tout revient. Les gens aident quand tu aides, puis créer cette culture d'abondance-là, ben, c'est positif pour l'écosystème. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Et merci d'être sur mon chemin. Ben, merci à toi, merci de l'opportunité, puis bon succès. Merci.